Chambre de commerce et industrie du Brabant wallon également donné cette opportunité de partager l'expérience, en particulier au niveau de la gestion de trésorerie. Je démarrais par un fameux adage ou un proverbe, vous avez certainement entendu, le proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur ». Il y en a certains qui ont rajouté « mais il contribue ». Assez paradoxalement, au Canada, à Québec en particulier, on dit que l'argent fait le bonheur. Donc le proverbe là-bas, c'est « l'argent fait le bonheur » et en France, en Belgique, en pays francophone, c'est « l'argent ne fait pas le bonheur ». Moi, je dirais tout simplement que l'argent ne fait pas le bonheur quand on en a. Quand on n'en a pas, ça risque de créer des fameux soucis. Et c'est clair qu'avoir de l'argent, c'est se permettre certains projets. Et quand on n'en a pas, ça veut dire colmater les brèches et éventuellement faire face à certaines problématiques moins agréables. Alors, ce que l'on sait au niveau des dirigeants d'entreprise, c'est qu'en règle générale, ils travaillent sur le court terme, ils ont des produits, des services de qualité, ils se soucient en particulier de la génération de revenus au travers des ventes, ils se soucient de la profitabilité et ils ont tendance à oublier l'élément clé qui est la trésorerie. Alors, il y a une énorme différence entre trésorerie et profitabilité. Ce sont des notions qui ont tendance à s'utiliser de manière interchangeable, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors, c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui et on va passer au travers de certains principes, de certains outils également, afin de définir et de pouvoir faire un diagnostic de sa propre situation et de prendre les mesures adéquates pour améliorer les choses. OK. Donc, la première chose, c'est la notion profit-trésorerie, qui sont des notions très différentes et qu'on a tendance à confondre. La chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on a une comptabilité et que la comptabilité dans beaucoup d'entreprises, et quand je parle d'entreprise, je fais vraiment référence aux TPE, aux PME d'une certaine taille. Il faut savoir qu'en Belgique, près de 80% des entreprises où des numéros de TVA sont détenus par des personnes privées en solitaire quelque part, donc ce sont des sociétés type unipersonnelles. Et le nombre de sociétés de plus de 50 personnes en Belgique, c'est relativement peau de chagrin puisqu'on parle de quelque chose proche de 3%. Et donc, dans les petites structures, qui sont la vaste majorité des entreprises en Belgique, on a tendance à considérer la comptabilité plutôt comme un mal nécessaire ou du moins une obligation légale, alors que l'idée sous-jacente, c'est bien entendu de pouvoir utiliser la comptabilité en tant qu'outil de gestion. Alors, lorsqu'on parle de compta, on parle des comptes de résultats dans lesquels on va retrouver le profit de l'entreprise. Donc, en gros, le profit de l'entreprise, ce sera le chiffre d'affaires moins le prix de revient, je dirais, les coûts divers et variés, salariaux, services et biens divers, comme on les appelle, que ce soit de la location, des services informatiques ou autres. On va arriver à ce qu'on appelle un bénéfice d'exploitation. Il va y avoir des charges financières et autres, il va y avoir un impôt et on va terminer par un bénéfice ou une perte après impôt. Et donc ça, c'est la notion de profit. On voit directement qu'au niveau de cette notion-là, il y a un problème, à savoir que certains éléments ne sont pas de véritables coûts. Donc je prends principalement ce qui est plus-value ou moins-value. C'est un élément, les réductions de valeur qu'on peut retrouver, ce n'est pas vraiment du cash qui sort de l'entreprise, des amortissements, c'est purement fiscal et ça n'a pas d'impact véritable sur la trésorerie, donc on voit déjà que les notions sont différentes. Au niveau du cash, on va parler principalement des entrées-sorties, des encaissements, décaissements, du différentiel dans le temps entre justement ces encaissements et décaissements. Et le paradoxe, c'est que finalement, une société rentable n'est pas nécessairement dans une bonne situation financière. Ça semble tout à fait bizarre, mais c'est une réalité. Et à contrario, vous avez la trésorerie positive sur votre compte bancaire. Vous vous dites, ah voilà, j'ai X milliers d'euros, je suis bien, je suis dans une situation saine. Ce n'est pas nécessairement le cas, encore une fois, dû au décalage entre les encaissements et les décaissements. On en reparlera, je crois que c'est une notion qui doit vraiment être bien intégrée. Vous avez probablement entendu parler de la fameuse loi de Parkinson. Alors, ça n'a rien à voir avec la maladie, c'est une vieille loi, 1955, donc qui est un peu basée sur la loi des gaz,
que vous pouvez lire ici. Le gaz prend la forme du récipient qu'il contient, occupe tout l'espace disponible. Parkinson s'est basé sur cette constatation pour poser également son travail. Il a travaillé en particulier sur les administrations publiques. Et donc, dans les administrations, tout simplement, plus vous avez de gens, plus il y aura du boulot. Quelle que soit la raison sous-jacente, quel que soit l'objectif, à partir du moment où il y a plus de personnes dans l'administration, on va se créer du travail et il y aura, à un moment donné, à la limite, il n'y aura plus assez de personnes pour faire le travail, alors que fondamentalement, l'objectif n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette loi? C'est que finalement, si je vous dis vous avez un projet à réaliser en une semaine, eh bien, vous allez réaliser ce projet en une semaine. Si je vous dis j'en ai besoin demain, eh bien, vous allez réaliser le projet en 24 heures. Donc, vous allez adapter le type de travail en fonction du temps disponible. C'est clair qu'un travail fait en une semaine sera probablement plus qualitatif qu'un travail fait en 24 heures. Mais fondamentalement, si on se réfère à une autre loi, la fameuse loi de Pareto, 80% du travail sera quand même exécuté de manière correcte. Et les 20% restants seront probablement moins précis que dans le cas où vous avez beaucoup plus de temps pour faire les choses. Alors, cette loi est intéressante parce que on se rend compte, et les marketeers en particulier, donc les responsables du marketing, ils ont bien compris que plus vous avez de quelque chose et plus vous en consommez. Et vice-versa, donc moins vous avez de quelque chose, moins vous en consommez. Raison pour laquelle souvent on vit un peu au-dessus de ses moyens. Donc on utilise par exemple des cartes de crédit et autres, tout simplement parce qu'on se dit j'ai l'argent nécessaire, je ne l'ai pas nécessairement aujourd'hui, mais demain je l'aurai parce que j'ai mon pécule de vacances va tomber, j'ai mon 13e mois ou d'autres choses qui sont finalement déjà consommées même avant de les réaliser, les trouver sur son compte bancaire. Donc pour revenir au marketing, on voit par exemple proliférer des family packs, des Maltesers ici, super pack ou maxi pack. Donc fondamentalement, lorsque vous avez la poudre à lessiver, par exemple family pack, les gens qui font les lessives, dont j'en fais partie, on aura tendance à utiliser plus de produits que nécessaire. Et donc on va adapter sa consommation en fonction de l'abondance. Et l'argent ne fait pas exception à cette règle-là non plus. Donc, vous verrez, mais vous l'avez certainement expérimenté, lorsque vous avez beaucoup d'argent, vous êtes dans des projets où vous dites, en tant que dirigeant, il est peut-être temps de changer de voiture. Aujourd'hui, mon business, il tourne, je change de voiture, j'avais une petite voiture d'occasion, je vais m'acheter une voiture neuve, pas de souci d'argent. Les bureaux sont un peu petits, je travaille de chez moi, j'ai envie d'avoir un bureau à l'extérieur, ça fait plus sérieux. Et donc, vous commencez à dépenser de l'argent avec le risque, bien entendu, c'est en cas de retour ou de coup de manivelle, votre business prend un coup de mou, mais quelque part, vos frais fixes restent toujours dans l'entreprise et les problèmes d'argent vont s'accentuer. Alors, il y a une autre loi, toujours de notre ami Parkinson, 57, qui est très différente, mais qui est intéressante, parce que ce qu'elle dit, en gros, c'est qu'on passe plus de temps à discuter de futilité, et je parle en entreprise, que de parler de choses super importantes. Tout simplement parce que cette loi de futilité nous dit que quand c'est futile, c'est facile à comprendre, c'est facile à traiter. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Et évidemment, on est des bêtes de résultats et on a envie que les choses avancent. Et les choses faciles, elles avancent plus vite en général. Ce qui fait que la trésorerie, qui est un élément super important dans la gestion d'une entreprise, elle est laissée un peu de côté. Et on oublie que la trésorerie, c'est finalement l'oxygène de l'entreprise et qu'elle nécessite d'être traitée telle qu'elle. Et je dis toujours que si on ne s'occupe pas de notre trésorerie, c'est elle qui s'occupera de nous et pas nécessairement en bien. En général, lorsqu'on commence à penser à sa trésorerie, c'est plus quand les choses vont moins bien que quand il y a de l'abondance. Alors, juste pour rappel, le cycle de vie de l'entreprise, lorsque vous démarrez une entreprise de zéro, vous allez aller au travers de ce qu'on appelle la vallée de la mort, la Death Valley. J'ai de la compagnie ici. Voilà. Bonjour à tous. Excusez-moi. Très intéressé par la gestion de trésorerie, ce chat.
Donc, la dette vallée, au départ, en gros, vous n'avez pas de revenus et vous allez devoir gérer votre entreprise en fonction des montants qui ont été mis à la base, donc qui viennent principalement, vous le voyez en dessous, des apports personnels, éventuellement des financements, des business angels et encore, donc des gens qui sont prêts à investir dans des petits projets. Si vous avez de la chance, vous allez sortir de cette vallée de la mort. Donc, en règle générale, on dit que 50% des entreprises disparaissent après 5 ans. Et si vous en sortez, il y a une phase de croissance, maturité et éventuellement un déclin. Et durant cette période, il est clair qu'il va falloir venir avec de nouvelles idées de telle manière à continuer à booster son entreprise. Donc, les chiffres sont quand même assez révélateurs. 50% des entreprises disparaissent après 5 ans. Alors, les faillites, en règle générale, ne sont pas dues à des problèmes de profitabilité. Donc, vous avez des sociétés très rentables et qui ont des graves problèmes de cash. La faillite en tant que telle est définie au niveau du droit des sociétés comme étant la cessation persistante de paiement. Donc, en gros, vous êtes incapable de faire face à vos obligations par rapport à vos créanciers. Et d'autre part, votre crédit est ébranlé, c'est-à-dire que vous avez perdu la confiance des créanciers, en particulier des banques. Donc, vous ne pouvez pas aller demander une rallonge parce que voilà, on ne vous fait plus confiance. Et c'est à ce moment-là que vous êtes dans une situation où il faut aller vers de la PRJ, par exemple, des anciens concordats judiciaires, où vous devez tout simplement déposer le bilan. Ce qui est de mauvais augure, bien entendu. Mais donc, on voit que la profitabilité n'est pas la cause essentielle d'un problème plus important, qui est finalement la trésorerie. C'est un peu comme si vous rouliez dans une grosse voiture, vous faites 200 km/h, vous regardez la vitesse, vous dites « Ah voilà, je roule à telle vitesse, super », et vous oubliez une chose importante, c'est votre carburant. Est-ce que vous avez encore suffisamment de carburant? Et le cash, finalement, c'est votre carburant. Donc, les performances de la voiture n'ont pas vraiment d'incidence à ce sujet. Sauf que plus que la boîte sera grande, plus vous aurez des dépenses importantes et que ça va jouer également sur votre trésorerie. Alors, en termes de gestion de trésorerie, les deux choses que je voulais mettre en avant, c'est les missions, les principes et parler également des enjeux. Alors, d'abord, la mission peut être résumée en disant que c'est essayer de trouver un équilibre entre la solvabilité et la rentabilité de l'entreprise. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir financer son développement. Et d'autre part, lorsqu'on regarde le principe même de la gestion d'entreprise, c'est gérer le décalage entre les encaissements et les décaissements pour l'optimiser. Et si vous avez une trésorerie excédentaire, c'est avoir le luxe de pouvoir faire certaines choses, donc que ce soit des projets, des placements, des rachats de sociétés ou autres. Et dans le cas toujours d'une trésorerie excédentaire, c'est éventuellement rembourser des crédits. Et puis, d'autre part, vous avez la réduction du déficit, comment faire pour que les besoins en trésorerie soient les plus faibles possibles. Alors ici, vous avez un petit diagramme. Malheureusement, il n'est pas 100% clair, mais vous voyez en vert sur la gauche les excédents de trésorerie, donc ce qu'on appelle en général le cash flow, et à droite le manque de liquidité ou le cash burn, où là vous êtes en situation déficitaire. On voit bien qu'il est préférable de se trouver à gauche, où on a une série d'options positives, que ce soit des acquisitions, optimisation de portefeuille. Et quand on parle de portefeuille, c'est principalement au niveau produits, clients et autres. Vous avez par exemple les courtiers d'assurance qui rachètent des portefeuilles. Vous avez des sociétés qui trouvent des complémentarités en rachetant d'autres produits à éventuellement des concurrents ou autres. Et puis de l'autre côté, vous avez des situations plus douloureuses où on n'est pas capable de faire face à ses obligations financières. Et là, il faut éventuellement réfléchir en termes de réduction de coûts, qui doit être fait dans toute entreprise, qu'elle soit bien en bonne santé ou pas par ailleurs. Mais il y a un moment donné où on est forcé à agir. Et c'est une des raisons pour laquelle je crois qu'il faut, en termes de gestion de trésorerie, en termes de gestion d'entreprise, toujours être dans une optique de prévision, de prospection, et surtout d'éviter de subir les choses. Donc, anticiper, mieux vaut que subir.
Alors, une trésorerie défaillante, on a tendance à se focaliser uniquement sur une faillite éventuelle. Ce n'est pas uniquement la survie de l'entreprise qui est à risque, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Pour ma part, ce qui est le plus difficile au niveau du dirigeant, et je le vois régulièrement, c'est toute la problématique psychologique. C'est de se dire il y a X années de sacrifice et puis que finalement ça va à volo et qu'il y a un risque que la société disparaisse. Il y a des tensions familiales qui peuvent être générées. Voilà, on ne dort plus les nuits, on est stressé, on est déprimé. On a vu récemment voilà, le cas de cette jeune dame qui avait, si je ne m'abuse, un salon peut-être de coiffure ou d'esthétique qui s'est donné la mort, etc. Donc, voilà, une trésorerie défaillante peut aller très, très loin jusqu'à ces extrêmes-là, malheureusement. Et puis, il y a les impacts sur les employés. Hein. Si votre trésorerie est défaillante, vous allez devoir prendre des mesures, éventuellement réduire le staff, du chômage économique, etc. Les fournisseurs peuvent être impactés également parce que vous ne pouvez plus les payer. Vos clients ne peuvent plus nécessairement compter sur vous parce que voilà, vos stocks sont plus disponibles, etc. Toutes les relations d'affaires peuvent être en danger. A contrario, si vous êtes dans une situation de trésorerie solide, les relations avec vos différents intervenants dans votre écosystème seront certainement plus positives, que ce soit le banquier qui va vous accorder un meilleur rating, de meilleures conditions, que ce soit votre fournisseur qui va vous accorder une ligne de crédit plus importante, éventuellement vous accorder des délais de paiement plus intéressants. Le client, c'est clair que travailler avec une société qui se porte bien, mais c'est la crédibilité, la notoriété. On peut prendre l'exemple de la construction. C'est clair que si vous êtes une entreprise de construction, si vous avez des problèmes financiers, les clients vont plutôt se détourner parce qu'ils ne vont pas risquer de se lancer dans un projet à long terme alors que vous n'êtes pas censé survivre les prochains mois. Alors, je termine juste en disant que voilà, on a ce fameux adage, on ne prête qu'aux riches, et c'est clair que c'est une réalité. Si vous allez voir votre banquier quand les choses ne vont pas bien, vous allez probablement être moins bien reconnu, moins bien voilà, traité, je dirais, que si les choses vont bien. Donc, il est toujours plus intéressant de se lancer par rapport à son banquier quand les choses vont bien, lui demander des faveurs, lui demander un crédit additionnel ou autre, que quand les choses vont mal, où il y a une réticence, où il y a un degré de risque plus élevé, et finalement, on risque de ne pas obtenir ce dont on a besoin. Alors, les notions importantes, je crois qu'il y a quelques notions qui sont super importantes lorsqu'on parle de gestion de trésorerie. C'est la première chose, ce sont les fonds de roulement. Or, les fonds de roulement, ce ne sont pas les besoins au fonds de roulement, ce sont ce qu'on appelle les capitaux permanents, ce sont des ressources durables. Ce sont en gros les fonds propres. Donc, vous avez en orange tout ce qui est capitaux permanents. Sur la droite, au niveau du passif, vous avez le capital qui est dans la société, les réserves qui ont été constituées, les emprunts à long terme. Et cette partie-là va vous permettre d'investir dans vos outils de production, par exemple. Ça peut être du matériel, de l'outillage, ça peut être un bâtiment. Mais ce sont des emplois de ces fonds de roulement qui sont du long terme. Et la différence entre ces ressources long terme et les investissements long terme, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement net. Donc, c'est ce qu'on retrouve en vert. Puis, vous avez toute la partie en bleu, qui est le cycle d'exploitation. En règle générale, de manière simplifiée, on considère que ce cycle d'exploitation est composé des stocks, des créances et des dettes. Les stocks créances sont des actifs et on va diminuer ces actifs des dettes, et la différence entre ces trois éléments-là seront les besoins en fonds de roulement qu'on va retrouver sur ce slide-ci. Donc, les besoins de fonds de roulement, ce sont les ressources dont on a besoin pour l'activité. Et on voit ici que les besoins en fonds de roulement, c'est la différence entre les stocks plus les clients, moins les fournisseurs. Donc là, on voit en mauve ce petit carré, besoin en fonds de roulement. Donc, j'espère que c'est relativement clair. Alors, une autre notion qui me semble importante, c'est le cash burn ou la consommation de cash.
Alors, en règle générale, c'est une notion qui est utilisée plus pour des startups. Donc, c'est des entreprises qui n'ont pas encore de revenus. Mais on a vu, avec cette fameuse crise Covid, que pas mal d'entreprises qui avaient pignon sur rue, en particulier dans certains domaines, hein, qu'on parle d'événementiel, Horeca et autres, que finalement, il n'y a plus d'entrée. Et donc, il faut se baser sur sa trésorerie et se poser la question, mais ma trésorerie, sachant que j'ai des frais fixes mensuels de X, eh bien, elle va me permettre de tenir autant de mois. Et donc, dans ce petit diagramme, c'est tout simplement se dire, ben, mon cash va être absorbé, consommé sur une certaine période. Et le trait rouge ici, c'est dans le cas d'un business habituel, hein, ce qu'on qualifie généralement en anglais de business as usual. On voit que ce cash va nous permettre de tenir un certain nombre de mois. Par contre, si on est capable de réduire les coûts, ben, c'est clair que ce même cash va vous permettre de tenir plus longtemps. Et donc, par rapport à certains de mes clients, ben, on s'est attelé à comment faire pour que le cash dure le plus longtemps possible, faire le gros dos de telle manière à pouvoir rebondir au moment où les choses se remettent en place et que l'économie redémarre véritablement. Et donc, je reviendrai sur ce point-là parce qu'il est clair que pas mal d'entreprises ont des opportunités de réduction de coûts sans qu'il y ait de dommages sur l'activité en elle-même. Donc, il y a pas mal de coûts dans les entreprises qui n'ont pas véritablement de raison d'être ou de nécessité absolue, mais qui sont là tout simplement historiquement parce qu'on a toujours fait. Hein, je sais pas, on avait 3 abonnements pour les journaux, hein, que ce soit le soir, l'écho, éventuellement un journal anglais ou autre, alors que finalement, ben, peut-être qu'avec un seul bien choisi, ben, c'est largement suffisant. Donc, il y a des petites choses à faire. J'ai eu l'occasion de renégocier un certain nombre de choses, même des loyers, des prêts bancaires, un certain nombre de choses qui peuvent être faites de telle manière à réduire ses coûts et donc de pouvoir tenir avec le cash plus longtemps. Alors ici, je vais couvrir les sources de revenus ou les sources de trésorerie plutôt et les emplois de trésorerie. Donc les sources, c'est ce qui va vous permettre de réinvestir dans votre activité et autres. Alors, de quoi parle-t-on? D'abord, en termes de sources, en règle générale, on fait référence à 6 sources différentes. D'abord, il y a les fameux fonds propres. Alors, par rapport à ça, je ferai quand même un tout petit commentaire. C'est que, comme vous le savez, depuis qu'on a le nouveau code des sociétés et associations, qui a plus de véritable obligation de capital, en particulier pour tout ce qui est SRL, on se base plus sur l'engagement des fondateurs en disant c'est leur responsabilité. Et donc, si la société fait faillite dans les 2 ans, ben, c'est leur responsabilité. Et quel que soit le niveau de capital, c'est à eux de renflouer la société. Donc, on a des fonds propres aujourd'hui qui sont relativement faibles. D'autre part, vous avez les dettes financières à long terme. Vous avez les dettes financières à court terme. Hein, on parle de crédits de caisse qui sont relativement chers, des straight loans ou les avances à terme fixe, des découverts bancaires éventuels qui coûtent aussi très cher. Puis vous avez un peu l'extension des fonds propres. Donc, vous avez par exemple les gérants associés qui ne veulent pas mettre du capital, mais ils se disent, moi, je suis prêt à prêter de l'argent à mon entreprise, mais je les récupère dès que l'entreprise va mieux, plutôt que via du capital, via des réductions de capital et ce genre de choses qui sont beaucoup plus fastidieuses et beaucoup plus chronophages. Alors, on ne peut pas oublier non plus toute la partie cycle d'exploitation. On parlera tout à l'heure d'une manière de pouvoir diminuer les besoins en fonds de roulement. Si par exemple vous avez des stocks de 100 et que demain vous êtes capable de les réduire à 50 sans perdre de chiffre d'affaires, sans perdre la profitabilité, c'est peut-être l'opportunité de le faire. Et puis la cession d'actifs. Donc c'est de se dire tout simplement, dans mon entreprise, j'ai des actifs qui ne sont pas nécessairement productifs et que je décide de vendre de telle manière à générer de la trésorerie. Et donc ça, ce sont les 6 principes ou principales sources de trésorerie qu'on rencontre. Alors, en termes d'utilisation, les emplois de trésorerie, il y a les investissements dont je parlais tout à l'heure, il y a le cycle d'exploitation au niveau des besoins en fonds de roulement, les pertes éventuelles, donc il va falloir financer ces pertes s'il y a des pertes, les créances compte courant. Donc, il y a des entreprises, par exemple, où le gérant, aujourd'hui appelé administrateur, ne se paye pas convenablement et décide d'utiliser son compte courant pour se rémunérer quelque part.
Il y a des règles fiscales bien précises par rapport à la rémunération de ces comptes courants. Le taux d'intérêt utilisé par le fisc est relativement élevé. Je ne pourrais plus vous donner le chiffre exact, mais on doit être aux alentours des 8%. Donc, à cet égard, il est préférable plutôt de demander à la société de vous faire un prêt, une avance à terme fixe, par exemple, avec un taux de 3-4%, qui est tout à fait en ligne avec le marché. Les remboursements de dettes vont également utiliser la trésorerie et la rémunération du capital si vous décidez de vous payer un dividende, qui n'est pas nécessairement la meilleure manière fiscale, évidemment, puisque vous aurez, votre entreprise aura déjà été sujette à l'impôt des sociétés et par la suite, vous aurez encore un impôt ou un précompte mobilier sur les dividendes qui sera de 30%. Dans certains cas, il n'est que de 15%, mais avec des conditions bien précises dans lesquelles je ne vais pas rentrer à ce stade-ci. Alors, pourquoi cette trésorerie étendue? Alors, pour ma part, ce que je rencontre également souvent, c'est la confusion entre la trésorerie et profit, en particulier dans des petites structures où il y a du cash qui rentre. On peut s'imaginer un snack. Vous avez votre client qui vous paye, vous considérez un peu que cette trésorerie, c'est du profit. Vous prenez de l'argent, vous vous dites je le rembourse par la suite. Comme je le disais en préambule, la trésorerie, ce n'est pas du profit. Je reparlerai également d'un certain concept à la fin de ce webinaire qui change un peu le paradigme, la manière dont on réfléchit et qui peut être intéressante également en termes de gestion d'entreprise et de trésorerie. Alors, l'insuffisance des fonds propres, j'en ai parlé tout à l'heure, la sous-capitalisation en particulier. L'insuffisance de fonds de roulement. Donc là, on est au-delà des capitaux propres. On parle également des emprunts, etc. à long terme. Et une des choses que l'on constate régulièrement, c'est l'inadéquation entre les moyens de financement et l'utilisation du financement. Donc, j'ai un cas en ce moment où le client a plus d'1 million de stocks. Son chiffre d'affaires, c'est plus ou moins 2,5 millions. Donc, on se rend compte déjà que les stocks par rapport au chiffre d'affaires sont particulièrement importants. Mais pire encore, ces stocks sont financés par du crédit à long terme, alors que ce sont des moyens, en théorie, à court terme, donc en dessous de 12 mois. À côté de ça, on a l'inverse. On a des situations où on emprunte à court terme pour des choses à long terme, et là, ça crée également des soucis. Alors moi, je connais des familles, mais plus au niveau personnel, je dirais, mais qui est tout à fait applicable pour les entreprises, qui prennent un prêt sur 3 ans pour partir en vacances. Donc, ils partent 2 semaines, super vacances, et puis ils payent pendant 3 ans. Donc là, on voit clairement l'inadéquation entre les moyens et l'objectif de cet argent. Donc ici, les vacances, bien méritées certainement. Alors, l'autre partie des raisons qui vont dégrader la trésorerie, c'est éventuellement la baisse de l'activité. Le problème d'une baisse d'activité, c'est que vous ne pouvez pas faire variabiliser vos coûts rapidement. Donc, il va vous falloir du temps. Par exemple, ici, en surcapacité, si votre business tournait bien, vous avez une belle capacité qui était peut-être utilisée. Je prendrais les hôtels. Vous avez des hôtels qui tournaient à 80% de taux d'occupation. Si brusquement, l'utilisation elle est à 20%, mais vous avez de la surcapacité, vous avez des frais inhérents à cette capacité, qu'elle soit utilisée ou pas, vous avez des frais fixes. Et donc, tout ça va avoir un impact, bien entendu, sur votre trésorerie. La rentabilité. Une société qui est structurellement déficitaire aura un problème à terme, pas immédiatement, raison pour laquelle il est plus important de se focaliser sur le cash que se focaliser sur la profitabilité, même si il faut évidemment que votre entreprise soit pérenne et que vous puissiez investir, puisqu'on se souviendra que la mission finalement de la gestion de trésorerie, c'est bien l'équilibre justement entre la solvabilité et la rentabilité. Les mauvais payeurs, c'est clair qu'un mauvais payeur peut avoir une incidence importante sur votre trésorerie, en particulier lorsque ce fameux client représente un pourcentage élevé de votre chiffre d'affaires. Donc, il y a des entreprises dans lesquelles le client majeur représente 30-40% du chiffre d'affaires. Donc, non seulement c'est risqué, parce que s'il arrive quelque chose à votre client, vous allez perdre pas mal
de chiffre d'affaires, qui dit chiffre d'affaires, dit profitabilité et autres. C'est une des raisons, par ailleurs, qui fait que les banquiers sont assez réticents aujourd'hui dans certains types d'investissements et de prêts. C'est que si vous prêtez à du 2% et que votre client se casse la figure, ben vous ne perdez pas 2%, vous perdez 100%. Donc, perdre 100% alors que la seule chose que vous puissiez gagner, c'est 2%, ben, ce n'est pas nécessairement un très bon calcul. Raison pour laquelle les banques sont d'autant plus contraignantes au niveau des conditions. Gestion insuffisante des besoins en fonds de roulement. Je reparlerai de la gestion des besoins en fonds de roulement tout à l'heure. Et puis, l'augmentation non maîtrisée de l'activité. Donc, il faut juste garder à l'esprit que plus votre société sera grande, plus les besoins de fonds de roulement seront importants. Donc, même si votre société dégage plus de profits, mais à partir du moment où votre chiffre d'affaires augmente, ça veut dire si vous avez des stocks, votre stock va augmenter également. Votre poste créance ou client va augmenter également. Votre poste fournisseur va augmenter, mais dans une moindre mesure. Et au total, vos besoins de fonds de roulement vont tout simplement grimper. Et si vous n'avez pas ces fameux fonds de roulement, les fonds permanents dans l'entreprise ne sont pas suffisants, vous allez avoir également un souci. Alors, lorsqu'on parle de pilotage de trésorerie, je fais la distinction entre les outils réactifs et les outils plutôt proactifs. Alors, les outils réactifs, on va retrouver le bilan, le compte de résultat. Alors, pourquoi c'est réactif? Tout simplement parce que les chiffres que vous allez y trouver viennent alors que les comptes ont déjà été clôturés il y a des mois. Il y a très peu d'entreprises TPE, PME qui clôturent tous les mois. Et lorsqu'elles clôturent tous les mois, en règle générale, les chiffres ne viennent que très tardivement. Donc, il n'est pas anormal que les chiffres de fin décembre 2020 ne soient finalisés qu'au mois d'avril, mai, juin, tout simplement parce qu'on considère que ce n'est pas une nécessité absolue. Il n'y a pas d'amende à la clé. C'est ce que je disais tout à l'heure. La comptabilité, aujourd'hui, elle est plus considérée comme une obligation légale plutôt qu'un outil de gestion. Donc, c'est réactif parce que ce sont des éléments figés, un temps donné. Vous pouvez embellir, par exemple, votre bilan en fin d'année en faisant un certain nombre d'opérations. Et puis, le 1er janvier de l'année d'après, ces opérations disparaissent. Donc, vous le faites tout simplement pour améliorer les chiffres. Mais fondamentalement, les choses ne vont pas nécessairement dans la même direction. Alors, le compte de résultat, je parlais tout à l'heure du profit. Voilà, ici, on a ce compte de résultat avec les différentes composantes et le fameux bénéfice ou perte de l'exercice. Donc, ce sont des informations qu'on reçoit très rarement mensuellement. Et en règle générale, les infos sont périmées lorsqu'on les reçoit. Alors, l'autre document qui est très important, mais qui est quasi pas utilisé par les TPE, PME, c'est le tableau de financement. Les anglo-saxons l'appellent cash flow statement. C'est un document super important. Encore une fois, il est réactif si vous l'utilisez voilà, une fois tous les mois et avec du retard. Mais en gros, ce qui va vous permettre de faire, c'est définir vos variations des fonds de roulement nets, donc la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous avez d'un côté les ressources ou les sources de trésorerie. J'en ai parlé tout à l'heure, les 6 principales sources, les emplois. Et là, ça va vous permettre de vous dire, OK, mes fonds de roulement évoluent de telle ou telle manière. Soit ils vont diminuer parce que vous utilisez plus de fonds, soit ils vont augmenter parce que les ressources sont supérieures à ce que vous utilisez en termes d'investissement et autres. Donc, ce tableau est en 2 parties. Vous avez d'abord toute la partie en relation avec le fonds de roulement. Et puis, vous avez la partie liée aux besoins en fonds de roulement. Donc là, les variations, on aura les variations sur la gauche, vous voyez, variations des actifs d'exploitation. Vous avez les stocks, les avances, les comptes clients, etc. Et d'une période à l'autre, vous allez avoir une augmentation. Si vous avez une augmentation de votre compte client,
ça veut dire en théorie que vous avez une augmentation de vos besoins en fonds de roulement que vous devez financer. Vous avez des éléments qui sont dans l'exploitation et puis vous avez des éléments qui sont hors exploitation, donc des choses qui ne sont pas directement liées à l'activité. Et ça va vous permettre, fonds de roulement et besoins en fonds de roulement, de définir l'évolution de votre trésorerie. Donc, c'est vraiment un document super important, mais encore une fois, qui est très, très peu utilisé dans des petites structures. Je ne crois même pas que ce soit connu systématiquement. Donc, je ne suis même pas convaincu que ce soit quelque chose de présenté par l'expert comptable. On va plutôt se focaliser sur le bilan, le compte de résultat, alors que les variations sont super importantes pour comprendre pourquoi ma trésorerie elle augmente, pourquoi elle diminue. Est-ce que c'est en relation avec mes besoins en fonds de roulement qui augmentent, soit c'est mes fonds de roulement, donc mes capitaux permanents qui ne sont pas suffisants. Alors, les autres outils qu'on utilise, c'est tout ce qui est ratio, donc les rapports qu'il existe entre des éléments dans le bilan et les éléments dans les comptes de résultats. Donc, il y en a quelques-uns que j'ai mis. Alors, par exemple, l'autonomie financière, qui est le rapport entre les capitaux propres et le total du bilan. Donc, vous avez des sociétés, je parlais de la sous-capitalisation tout à l'heure, qui ont des capitaux, par exemple, de 10 000 euros et qui ont un total de bilan de 100 000 euros. Donc, ça veut dire en gros que 10% du bilan est supporté par des fonds propres et le reste, ce sont des dettes, que ce soit des dettes financières, que ce soit des dettes au niveau des gérants, etc., ou que ce soit des dettes par rapport à des fournisseurs, par rapport à l'administration fiscale, sociale, etc. Vous avez la liquidité générale. Là, c'est tout simplement les actifs circulants, donc les actifs à moins d'1 an et les dettes à moins d'1 an. Et tout simplement, l'idée, c'est voir comment l'entreprise peut faire face à ses obligations financières. En règle générale, il y a des multiples qui sont utilisés et on se dit, voilà, liquidité générale, l'actif circulant doit être plus ou moins 2 fois les dettes à court terme. Et donc, ça, ce sont des principes. Pourquoi? Parce que dans les actifs circulants, vous avez par exemple les stocks et que les stocks ne sont pas nécessairement réalisables en quelques jours. Et donc, on considère que le ratio doit être plutôt du 2 contre 1. Voilà, donc il y a un certain nombre de ratios généraux. Et puis, on peut aller, bien entendu, plus loin dans l'analyse. Et on a, par exemple, des ratios d'endettement où on va comparer l'endettement net par rapport aux capitaux propres, se poser la question également en termes de capacité de remboursement. C'est quoi la dette? C'est quoi l'excédent brut d'exploitation? Donc, en gros, l'excédent brut d'exploitation, qui est une notion un peu barbare, c'est également ce que l'on connaît dans le monde anglo-saxon sur la terminologie EBITDA. C'est en fait le résultat d'exploitation plus les charges non décaissées. Donc, on va retrouver en gros le résultat d'exploitation plus les amortissements, plus les réductions de valeur, puisqu'en réalité, il n'y a pas de sortie de cash. Et donc, ça va permettre également de définir un peu quelle est la capacité de rembourser. L'indépendance financière, donc voilà, c'est quoi les capitaux propres par rapport à l'endettement financier, etc. Il y a des ratios de rentabilité. Là, on va prendre par exemple la rentabilité des fonds propres, où on va se dire c'est quoi le bénéfice net, qu'est-ce que j'ai investi dans l'entreprise pour obtenir ce résultat net. Je faisais un peu l'exercice pour une société dans le cadre d'une reprise d'une société. Les rendements des capitaux propres aux États-Unis par rapport à l'Europe, et en particulier, c'était la banque AXA, qui avait un rendement de l'ordre de 6%. Donc, le résultat net divisé par le prix de l'action, c'était donc résultat net par action divisé par le prix de l'action, ça donnait plus ou moins 6%. Je faisais le même exercice pour des sociétés cotées sur le marché new-yorkais. Et là, on était plutôt sur du 1,5 à 2% de rendement. Donc, on se rend bien compte que les rendements dans certains pays sont relativement faibles, tout simplement parce que brusquement, tout le monde a décidé d'investir en bourse et que les rendements
sont supérieurs, bien entendu, à ce qu'on retrouve sur un carnet d'épargne, puisqu'aujourd'hui, je crois que légalement, c'est 0,11% de rendement sur les carnets d'épargne. Si vous avez du 1,5, ben, c'est beaucoup mieux. Mais honnêtement, 1,5, c'est quand même très faible avec le risque encouru. Je préfère laisser mon argent sur un compte qui ne rapporte rien, mais qui est sécure, plutôt que d'aller en bourse, gagner 1,5%, éventuellement perdre ma mise. Rentabilité économique, encore une fois, c'est le bénéfice net par rapport à l'actif total. Donc ici, l'idée n'est pas de vous spécialiser dans les ratios, c'est tout simplement vous dire qu'il y a des outils qui peuvent être utilisés pour avoir une idée de la manière dont les opérations tournent dans l'entreprise. Mais encore une fois, c'est réactif plutôt que proactif. Tout ce qui est besoin en fonds de roulement, ça, je crois que ce sont vraiment des ratios qui sont super importants. D'abord, la définition des besoins en fonds de roulement dont j'ai parlé tout à l'heure, les stocks plus créances moins dettes. Bien s'assurer qu'ils sont sous contrôle. Alors, on peut, par exemple, comparer les besoins de fonds de roulement par rapport à son chiffre d'affaires et voir comment ils évoluent. Les autres éléments qui sont beaucoup plus précis au niveau des besoins en fonds de roulement, c'est voir justement mes créances, comment elles se comportent. Est-ce que mes clients me payent plus rapidement, moins rapidement? L'idée, bien entendu, c'est d'essayer d'accélérer les paiements des créanciers. Et donc là, on va tout simplement calculer le poste créance ou client, créance commerciale. On va les multiplier par le nombre de jours, 360 ici, on aurait pu mettre 365, divisé par le chiffre d'affaires TVA incluse, puisque dans les créances, il y a la TVA. Quand vous facturez, il y a de la TVA. Donc, il faut prendre au niveau du comparatif également le chiffre d'affaires plus TVA en l'occurrence. Et donc, ça va vous donner aussi une idée sur la tendance. Voilà, je vous ai dit, mon chat, il est super intéressé par la gestion de trésorerie. Aslam, une petite question. Oui. Pour une TPE, parmi les ratios généraux, quel est celui sur lequel il faut se focaliser à tout prix? C'est Jean-François Timon qui le demande. Donc, voilà, tu peux interférer. Oui. Alors, pour moi, d'abord, comme je disais tout à l'heure, la comptabilité comme outil de gestion, ce n'est pas la même chose qu'une obligation légale. Donc, ça veut dire que par définition, il faut qu'on ait accès à des informations de manière régulière. Et par ce biais-là, je me focaliserai sur mes ratios de fonds de roulement, de besoins en fonds de roulement. Donc, c'est par exemple le délai moyen de recouvrement de créances. C'est voir comment mes créanciers évoluent par rapport à mes conditions générales. Prenons un exemple, j'ai des factures qui sont en règle générale payables à 30 jours. Et si je vois que mon délai moyen de recouvrement de créances il est à 50 jours, ben, il y a un souci. Et donc, je vais pouvoir utiliser ce ratio pour identifier là où le bas blesse, contacter éventuellement mes créanciers un peu défaillants ou qui ont tendance à m'utiliser comme leur banque. La même chose pour les fournisseurs, se dire, voilà, mes fournisseurs, ils sont payables à 60 jours et je les paye à 50 jours. Pourquoi je fais ça? Donc, c'est possible de le faire, mais il faut qu'il y ait une raison. Donc, la raison principale pour laquelle vous paieriez un fournisseur plus rapidement, c'est tout simplement que vous bénéficiez d'un escompte. Exactement. Vous avez des avantages financiers et donc là, vous avez une contrepartie. Mais donc, c'est ces éléments-là. La même chose avec la rotation de stock. Vous avez des entreprises qui gèrent le stock un peu au doigt mouillé. Ils ont des stocks qui ne sont pas en adéquation avec leur chiffre d'affaires. Et supposez, je parlais tout à l'heure de cette entreprise qui avait des stocks d'1 million et un chiffre d'affaires de 2,5 millions, mais c'est clair que vous imaginez, c'est plus de 100 jours de stock. Alors, si vous êtes dans l'aviation et que vous avez des projets qui sont sur 5 ans, ben, il n'y a pas de souci. Mais en règle générale, je ne sais pas moi, si vous êtes dans l'alimentaire et que vous avez des stocks à 1 an, vous allez avoir des fameuses obsolescences, vous allez avoir des avariés, etc. Donc, pour moi, ce sont 3 ratios qui sont essentiels. Maintenant, à côté de ça, le rendement, c'est intéressant, mais dans l'optique d'une gestion de trésorerie, c'est vraiment analyser les besoins en fonds de roulement. Normalement, le ratio qui en dit long, c'est le second ratio ici, liquidité générale. Si votre actif circulant est au même niveau que les dettes à court terme, vous avez un souci. Donc, en règle générale,
Si vous n'êtes pas capable de faire face à vos obligations, ben, vous avez un souci. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Alors, évidemment, on va plutôt avoir tendance à utiliser des outils proactifs que des outils qui comptent les points, qui sont beaucoup moins intéressants. Donc, c'est anticiper, c'est mieux que subir, bien entendu. On parle de prévision. Donc, c'est avoir un plan prévisionnel, c'est avoir des budgets, ce genre de choses, avoir des indicateurs de performance, être capable justement d'analyser les bilans, compte des résultats par rapport à ce plan. Ici, je prends un budget par rapport à l'historique, c'est quoi les tendances, et comprendre les écarts et surtout identifier les actions à prendre pour améliorer les choses. Alors, par rapport à ça, il y a le tableau de trésorerie. Je vais y revenir ici. Comment ça marche? Ce qui est important, c'est surtout de comprendre les échéances, que ce soit au niveau des factures clients, quand ils sont censés vous payer, et les sorties de fonds également, quand les paiements doivent être faits, que ce soit par rapport à l'administration fiscale, que ce soit par rapport à des fournisseurs, etc. Alors, il y a une règle qui est importante de garder à l'esprit, c'est que quand vous avez une trésorerie tendue, eh bien, les décaissements, c'est vous qui les décidez de toute façon et vous allez vous focaliser sur les paiements prioritaires. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire, évidemment, par rapport à l'administration. Si vous devez de l'argent, soit vous avez un plan de remboursement avec un étalement, et c'est tout à fait possible aujourd'hui, soit vous allez devoir payer au risque d'avoir des grosses amendes. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez de la trésorerie excédentaire, je parlais du fournisseur qui est payé avant terme, il faut profiter des escomptes. Lorsque vous avez des escomptes, par exemple, de 2% pour un paiement dans la semaine par rapport à 100%, donc vous payez la facture dans son intégralité si vous payez à 30 jours. Aujourd'hui, il y a très peu de placements. Vous pouvez gagner 2% en 3 semaines. Et donc, il faut absolument le prendre si vos liquidités vous le permettent. Alors, le plan de trésorerie, il se présente un peu comme ceci, qui peut être plus ou moins compliqué, mais encore une fois, moi, je préconise des choses simples, en particulier pour des petites structures, dans lesquelles vous démarrez le mois, par exemple, le 1er janvier, avec un solde début de mois, vous avez un certain montant, vous analysez les encaissements attendus sur base d'historique, sur base des échéances de factures, mais ce n'est pas uniquement les échéances, c'est vraiment les comportements de paiement de vos clients. Vous avez des éléments d'encaissement dont je parlais tout à l'heure, les sources de trésorerie qui sont des apports en capitaux, des dettes éventuelles, etc. Et puis, vous analysez vos décaissements. Alors, dans les décaissements, il y a des choses qui sont mensuelles ou du moins régulières. Et vous pouvez les identifier, vous pouvez les mettre dans vos tableaux. Ici, on parle de tableau mensuel, mais vous pouvez très bien le faire de manière hebdomadaire. Donc, tout dépend de la pression que vous avez sur vos finances. Alors, plus la pression sera importante, mais plus la période à suivre sera courte, évidemment, parce que vous devriez suivre votre trésorerie de très près. Alors, dans cet exemple, vous voyez que les 2 premiers mois sont dans le rouge, puis que les mois suivants sont meilleurs, que d'autres mois sont également dans le rouge. Et donc, ça, c'est la vie d'une entreprise. Et il y a des moments où vous avez beaucoup de trésorerie, il y a des moments où vous en avez moins, tout simplement parce qu'il y a des cycles, parce qu'il y a de la saisonnalité, parce que telle et telle chose. Il faut prendre ça en considération également lorsqu'on travaille sur son plan de trésorerie. Alors, comment on estime? En règle générale, c'est ce que j'ai indiqué. On démarre avec le solde de début de période, on additionne les encaissements, on soustrait les décaissements. On a un excédent de trésorerie ou un déficit, et puis en fonction, si on a un excédent, on va pouvoir investir éventuellement dans ces activités, pouvoir bénéficier d'escomptes ou autres, soit on va devoir emprunter. Mais le fait d'avoir un tableau de trésorerie va permettre d'anticiper et d'aller voir son banquier avant que les choses s'enveniment. Alors, au niveau des flux entrants, donc les encaissements, une des choses qui est importante de garder à l'esprit, c'est que les encaissements ont un caractère aléatoire, contrairement au décaissement où c'est finalement votre décision. Est-ce que vous ne payez pas? Est-ce que vous préférez avoir des pénalités? Est-ce que vous priorisez pas?
Donc, tous ces éléments vont pouvoir jouer. Les flux sortants, comme je l'ai indiqué, vous avez le contrôle. Sur le flux sortant, vous avez vos fournisseurs, vous avez l'administration, vous avez des dettes éventuellement à payer, vous avez les dividendes et autres à sortir. Alors, les conseils, que ce soit au niveau des entrants, c'est prévoir une marge de sécurité. C'est clair que si vous vous dites mon client paye en moyenne à 40 jours, oui, OK, mais peut-être que ce sera 44 jours. Donc, prévoyez que les entrées seront peut-être moins bonnes que prévues. Focalisez-vous sur les comportements de paiement de vos clients. Analysez vos clients, assurez-vous qu'ils vous payent à temps et qu'ils ne vont pas être défaillants et qu'ils risquent éventuellement une faillite. Donc, avoir une veille par rapport aux clients, c'est important. La saisonnalité, j'en ai parlé, et les impacts Covid-19, qu'on le veuille ou non, existent. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Les conseils que je vais vous donner pour les décaissements, c'est une comptabilité tenue à jour. Donc, les factures sont enregistrées. C'est une obligation légale en théorie, mais qui n'est pas respectée dans beaucoup de cas. Parce qu'administrativement, pour des petites structures, c'est super compliqué. Et bon, on peut avoir comme ça brusquement des factures qui sortent de je ne sais où et qu'on n'attendait plus. Donc, soyez vigilants à cette comptabilité. Enregistrez les décaissements dans vos comptes. Quelquefois, il y a des choses qui sortent de votre trésorerie et ils ne sont pas nécessairement enregistrés immédiatement. Donc, vous avez une trésorerie qui est surévaluée. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Encore une fois, vous allez avoir une copie de la présentation. Alors, comment améliorer votre trésorerie? En augmentant les encaissements, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter la capacité d'autofinancement, c'est une manière éventuelle, mais encore une fois, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous pouvez avoir du chiffre d'affaires qui augmente, mais vos besoins de fonds de roulement vont augmenter également. Donc, ce n'est pas nécessairement jouable. La capacité d'autofinancement, c'est clair que plus vous faites de profit, plus vous allez pouvoir avoir de l'encaissement, pour autant qu'on vous paye, hein, parce que si, comme je disais tout à l'heure en préambule, il y a une différence entre le profit et la trésorerie. Réduire les délais de recouvrement de créances. Je ne vais malheureusement pas pouvoir aller ligne par ligne, mais ce qui est super important, c'est quand même que vous ayez une procédure de recouvrement de créances. Tout simplement, vous assurer qu'on ne vous dise pas « Ah, mais je n'ai pas payé parce que je n'ai pas reçu la facture ». Donc, ayez une procédure dans laquelle vous avez une étape qui est un petit rappel avant l'échéance en disant « Vous avez bien reçu la facture, tout est OK ». Donc, au moins, cette excuse qui est utilisée dans 80% des cas ne pourra pas être utilisée. Il y a du factoring qui existe, donc c'est anticiper les paiements de vos clients. L'émission de facture, on voit régulièrement dans des petites structures qu'on attend la fin du mois, voire un mois et demi plus tard que la prestation, une émission de facture. Il faut être beaucoup plus actif et réactif et émettre les factures dès que possible. Puis, analyser un peu les sources d'encaissement. Est-ce que vous avez besoin de prêts bancaires? Est-ce que les associés doivent faire un effort? Est-ce qu'il y a des financements alternatifs qui peuvent être utilisés? Et puis, la cession d'actifs, vous vous souviendrez qu'on avait évoqué ça comme source de trésorerie. Et ça se pose la question, est-ce qu'il y a des stocks qui ne servent plus à rien, qui ne bougent pas, que je pourrais vendre même à perte pour faire rentrer de la trésorerie? Des immobilisations improductives. Donc, il y a des entreprises qui ont, par exemple, leur bâtiment. Est-ce que le bâtiment est essentiel à l'entreprise? Est-ce qu'il peut être loué? Donc, réfléchir en ces termes également, super important. Diminuer les décaissements, donc c'est essayer d'obtenir des délais moyens de paiement des fournisseurs plus élevés, sauf évidemment si vous avez les moyens de profiter, par exemple, des escomptes, dont je parlais tout à l'heure. Réduire les dépenses. Ça vaut vraiment la peine de faire une cartographie des dépenses et les analyser en se disant ça c'est indispensable, c'est pas indispensable, c'est utile, pas utile. Ça c'est du nice to have, donc c'est agréable de l'avoir, mais c'est pas indispensable encore une fois. En ayant cette cartographie, vous allez prioriser les dépenses et éventuellement en faire disparaître un certain nombre, donc réduire vos dépenses vous permettra également de réduire les décaissements. L'optimisation des stocks, j'en avais parlé tout à l'heure, mais il arrive régulièrement qu'il n'y ait pas de procédure de gestion de stock, donc on commande un peu
au doigt mouillé, on a une opportunité, le fournisseur vous dit si vous en commandez X, eh bien, vous avez une diminution, vous avez une remise de Y, mais vous n'avez peut-être pas la capacité de vendre ces produits, donc pourquoi aller prendre plus de stock que de raison? Privilégier les stocks en consignation, donc il reste la propriété de votre fournisseur et ça viendra votre propriété qu'au moment de la vente, donc vous ne devez pas les financer. Réduire les délais de livraison, c'est clair que si vous achetez un fournisseur qui est au coin de la rue, ben, le gros avantage, c'est que vous pourrez obtenir des volumes moindres, tout simplement parce que vous savez qu'il vous faut uniquement un jour pour obtenir la marchandise plutôt que 6 mois si vous voulez l'obtenir au bout du monde. Et puis, bon, c'est clair qu'il faut faire attention à la rupture de stock. Il y a un coût par rapport à ça. Aslam, Oui. Rita de la Chambre attire l'attention sur les ordres de paiement. Rita, est-ce que tu peux intervenir directement auprès de Aslam, s'il te plaît? Oui, voilà. Donc, en fait, ce que je voulais faire, c'est attirer l'attention des personnes quand on fait une gestion de trésorerie. C'est de dire attention quand on a autorisé des débits automatiques par la banque du type remboursement de crédit ou au secrétariat social pour envoyer directement à la banque des ordres de paiement qui sont moins contrôlés. Et de ce fait-là, il faut vraiment faire attention. Tout à fait d'accord. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, je n'aime pas tous ces domiciliations, etc. Parce qu'à un moment donné, on perd le contrôle. Maintenant, par rapport à des administrations fiscales, etc. Personnellement, moi, je n'ai pas de domiciliation. Maintenant, je suis personne seule dans le conseil avec des besoins en financement relativement faibles. Quand mon business ne tourne pas, ben, finalement, je ne me paye pas. Ça a moins d'impact par rapport à des externes. Mais la domiciliation, d'un point de vue administratif, c'est très positif. Vous ne devez pas vous en soucier. Le danger, c'est que votre fournisseur peut en profiter et quelque part, il peut se faire payer à un moment donné, alors que la créance est éventuellement litigieuse. Hein, bon, voilà, il se paye, etc. Donc, c'est une manière de faire, mais je suis 100% d'accord avec Rita, d'être très prudent par rapport à ça. En termes de gestion des paiements clients, ben, il y a des choses qui se font. L'accélération de la facturation dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a du factoring qui peut exister. Le factoring bancaire a la difficulté ou l'obstacle de nécessiter la reprise du portefeuille total des clients qui peut être problématique. Il y a des taux qui sont beaucoup plus intéressants. Mais il peut être plus avantageux d'avoir un financement individuel de créances plutôt que la totalité du portefeuille client. Puisque dans la totalité du portefeuille client, je dirais qu'il y a 90% des clients qui ne poseraient pas de problème, il y a 10% qui posent problème, tandis que le financement individuel, vous pouvez vous focaliser sur les 10%. Il y aura un taux qui sera supérieur. En règle générale, on sera entre du 2 et 3% pour un financement, on va dire, de quelques semaines. Tandis que le factoring bancaire, on sera plutôt sur les mêmes taux, mais annuels. Donc, on voit que le factoring bancaire est beaucoup moindre, mais il est sur un volume d'affaires qui est beaucoup plus important. Alors, comment réduire les stocks? D'abord, je crois qu'en règle générale, connaître son business, c'est essentiel. Voilà, connaître son cycle de vente, la saisonnalité, tout ce qui est en relation avec la logistique, hein, les délais de livraison, période de stockage, etc., parce que ça va vous permettre de définir votre stock de sécurité. Les marges bénéficiaires, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des produits que vous ne voudrez pas conserver dans vos stocks. Vous direz, ben, s'ils ne sont pas prioritaires. Donc, je parlais de la loi de Pareto. Ben, vous pouvez, dans la même logique, c'est-à-dire ben, il y a 20% des produits en stock qui génèrent 80% des revenus. Donc, je vais me focaliser sur ces produits-là. Les indicateurs de performance, on a posé la question tout à l'heure, je crois que c'était Jean-François par rapport au ratio à utiliser. Bien, un ratio important, c'est la constatation de stock. Le taux de service, c'est le nombre de commandes qu'on reçoit et la capacité de les rencontrer. Voilà, une entreprise qui a un taux de service très faible, ça veut dire qu'elle reçoit des commandes et elle est incapable de les gérer, donc ce n'est pas très bon non plus pour sa notoriété et crédibilité pour son cash à un moment donné. Et puis, il faut être capable d'adapter son stock à l'activité. Donc, avoir des règles tout simplement
de définition de stock minimum, c'est super important et rarement ces méthodes sont utilisées dans des petites structures. On va plutôt sur, c'est un peu comme durant les soldes, hein, vous avez 2 chemises pour le prix d'une, vous achetez les 2 chemises, bien entendu, mais vous n'en avez pas nécessairement besoin. Donc, la même chose, lorsqu'on achète, pensez d'abord à la sortie de trésorerie, à la réalisation de la vente et la récupération justement des fonds via vos clients. Alors, je me rends compte qu'il y a énormément de matière, donc je ne vais pas nécessairement pouvoir tout faire, mais je vais arriver à des points assez importants. Donc, renégocier les paiements avec vos fournisseurs, mais encore une fois, ça dépendra de la relation que vous avez avec votre fournisseur. Est-ce que c'est un fournisseur stratégique, long terme, partenariat, ou vous êtes plutôt dans l'opportunisme, court terme, il n'y a que le prix qui compte, s'il faut être en confrontation, bon, on va à la confrontation. En même temps, je crois qu'il y a une seule manière de négocier, c'est vraiment le gagnant-gagnant, puisque les enjeux sont partagés, il y a un objectif commun. Vous, en tant que client, c'est d'être approvisionné, vous, en tant que fournisseur, c'est d'être payé, etc. Donc, négocier de bonne foi, voilà, éviter justement cette confrontation et de préférence trouver un accord pour éviter la PRJ ou la faillite. Alors, report de charges, aide publique, etc. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place au niveau de la région wallonne et au niveau du fédéral. Il y a juste une recommandation que j'ai, il y a une bonne adresse, c'est le CCI Brabant Wallon, qui vous donnera pas mal d'infos par rapport à ça. Rita parlait tout à l'heure de ce qu'elle faisait au niveau des entreprises. Je travaille de temps en temps avec Marie Dralance, qui travaille également à l'aide des entrepreneurs en position un peu délicate. Donc, ce sont des sources super importantes. Il faut les utiliser. Elles sont gratuites, elles sont très professionnelles. N'hésitez pas. Vous pouvez, voilà, négociation, report, échéance. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais je vais revenir à un point important. J'ai démarré avec Parkinson. Vous vous souviendrez que voilà, Parkinson, c'est un peu, plus on a de temps, plus on prend le temps. Plus on a de quelque chose, plus on l'utilise. Et on a une logique aujourd'hui qui est revenu moins dépenses égale profit. Donc ça, c'est le paradigme dans lequel on se trouve aujourd'hui. Le problème de ce paradigme, c'est plus on gagne, plus on dépense. Et donc, ce n'est pas normal. Brusquement, vous avez un beau contrat, vous dites, ah voilà, c'est Byzance, maintenant je peux y aller. Je parlais de voitures, de bureaux, etc. tout à l'heure. J'engage du personnel. Le problème avec ça, c'est que finalement, le profit que vous allez dégager risque d'être faible parce que vos dépenses seront élevées, mais en tant que dirigeant, et ça c'est peut-être important de s'en souvenir, c'est que le dirigeant d'entreprise, il prend énormément de risques et souvent, il n'est pas rémunéré pour ces risques. Donc, juste pour la petite histoire, en Belgique, le dirigeant d'entreprise gagne en moyenne 35 000 € bruts. Alors honnêtement, lorsqu'on le compare à des salariés, les salariés gagnent plus en brut. Maintenant, certains diront oui, mais l'indépendant, il a d'autres manières de se rémunérer, des avantages en nature, etc. etc. C'est vrai. Mais lorsqu'on réfléchit et qu'on se dit finalement le dirigeant va gagner autant que le salarié, il y a peut-être un souci quelque part, parce qu'il y a une prise de risque qui est absolument différenciée. Donc, ça, c'est un point. L'autre point aussi, c'est que lorsque les dépenses sont trop élevées, eh bien, finalement, le dirigeant ne se paye pas. Donc, il va préférer payer ses employés, ses collaborateurs, etc., ce qui est logique, c'est légal, mais c'est à son détriment également. Donc, le changement de paradigme, c'est plutôt se dire, au lieu de travailler revenu moins dépenses égale profit, c'est se dire revenu moins profit égale dépenses. Donc, quelque part, c'est se dire plus on économise et moins on dépense. Donc, c'est via cette méthode-là, quelque part, vous délimitez une enveloppe spécifique pour vos dépenses. Et comme vous pouvez le faire pour vos finances privées, c'est de se dire, je gagne 100, et bien tous les mois, il y a 20 qui partent sur un compte, je ne les vois même pas, et je dois travailler avec 80. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a 100, et puis on va utiliser des méthodes diverses et variées, en particulier tout ce qui est crédit.
crédit à tempérament, que ce soit les cartes de crédit et autres, et finalement, on va dépenser ce qu'on n'a pas et risquer l'endettement. Et donc ici, l'approche est différente, c'est se dire, je travaille avec une enveloppe fermée. Alors, comment ça marcherait? C'est tout simplement lorsque vous êtes dirigeant d'entreprise, vous recevez une facture de vente de 1 000 €, elle est encaissée. Ici, j'ai considéré 1 000 € et pas de TVA. C'est tout simplement se dire, les 1 000 €, je sais d'entrée de jeu qu'il y a 15% qui vont aller à l'impôt des sociétés, cotisations sociales du dirigeant, etc. Pourquoi 15% et pas 25%, 30%? Tout simplement parce que l'impôt sera levé sur la profitabilité de l'entreprise et vous avez des charges, donc vous n'allez pas être taxé sur 100% du revenu, bien entendu. L'autre élément ici, c'est de se dire, moi, en tant que dirigeant, d'office, je me prends 40% des revenus. Donc, il y a, dans cette facture de 1000, j'ai 40% qui me reviennent, 400 qui me reviennent. La société va faire un profit de 5%, et puis il me restera 40% de dépenses, d'investissement, mais je vais opérer qu'avec ces 40%. Donc, je vais me limiter. Et je peux vous garantir que quand vous vous limitez, vous allez être créatif. Vous allez commencer à réfléchir, est-ce que cette dépense a du sens, elle n'a pas de sens? Et vous allez adapter vos sorties de cash en fonction de vos moyens. Alors, celui qui est venu avec ce concept, je vais peut-être revenir, ici vous avez le nom, c'est un bouquin que j'ai eu l'occasion de lire qui s'appelle Profit First, qui est assez intéressant dans son approche et qui change un peu la manière de réfléchir. Je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir également. Et l'idée préconisée, c'est de se dire, je crée des comptes bancaires spécifiques pour les différentes catégories et que seul le compte dépenses est finalement visible. Le problème aujourd'hui, c'est quand vous voyez votre trésorerie, vous avez par exemple 1000 sur votre compte, mais vous ne savez pas. Les 1000, est-ce que c'est 1000 dans votre poche? Est-ce que c'est 1000 qui doivent encore être taxés? Est-ce que c'est 1000, il y a encore des dépenses qui doivent être payées en fonction de l'échéancier et autres? Donc, c'est vraiment avoir une visibilité par rapport à sa capacité à dépenser. Et comme je disais tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à vous payer, il faut réfléchir. Est-ce que votre business model est le bon? Est-ce que vous arrivez à générer suffisamment d'activités pour vous payer justement? Et puis, en termes de dépenses, c'est être créatif. C'est de vraiment se poser les bonnes questions. Et je peux vous garantir, je l'ai vu avec pas mal de mes clients, lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et donc, c'est vraiment une idée qui me semble intéressante de garder à l'esprit. Alors, en conclusion, je terminerai par quelques points clés. C'est prendre le contrôle de votre trésorerie. Il ne faut pas attendre les moments difficiles. C'est avoir une compréhension des chiffres. Et donc, ce n'est pas uniquement se dire, moi, mon bilan, je l'ai une fois par an ou une fois tous les trimestres, 1 mois, 2 mois après la fin du mois ou à la fin du trimestre. C'est vraiment l'utiliser comme un outil de gestion et pas juste un outil lié à des obligations fiscales ou comptables. Avoir une comptabilité prévisionnelle. Donc, ça ne veut pas dire une usine à gaz, mais c'est avoir une idée, par exemple, même en se basant sur l'an dernier. L'an dernier, j'ai fait 1200 de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est 100 par mois? Est-ce que ma saisonnalité fait que les premiers mois, c'est peut-être 50 et puis qu'il y a les mois d'été, les prévisions de vente sont beaucoup plus élevées, etc. C'est bien comprendre tout ça. L'utilisation du tableau de trésorerie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire en Excel. Il y a des outils informatisés qui sont beaucoup plus adaptés, mais qui coûtent de l'argent et qui peuvent être compliqués à mettre en œuvre. Mais ayez un tableau de trésorerie sur Excel, ce n'est pas compliqué. Et puis, faire le nécessaire pour réduire les besoins en fonds de roulement. Parce que ça, c'est la manière la plus judicieuse pour améliorer sa situation financière. Et si nécessaire, c'est recapitaliser l'entreprise, c'est faire appel aux banques ou à d'autres sources de financement à long terme, de telle manière, encore une fois, que vous ayez les ressources nécessaires pour pérenniser l'entreprise et assurer sa rentabilité à terme.